Dans la période de tension extrême que nous avons vécue et que nous vivons toujours, n'oublions pas qu'il y a un variant BA.5 qui est en train de circuler. Et donc, ceci nous a amené à avoir une violation, ou en tout cas des sérieuses brèches en matière d'intégrité scientifique. Il est encore un peu trop tôt, sans doute, pour faire un bilan complet. Il faudra attendre peut-être plusieurs années avant vraiment de se rendre compte si, sur le plan de la production scientifique, il y a eu un certain nombre de déviations importantes où, finalement, je dirais que, bon an, mal an, le corps scientifique, le corps médical et scientifique s'est comporté de façon correcte. Il y a tout de même des enseignements que l'on peut tirer. Je voudrais profiter de cela pour peut-être revoir aussi quelques points importants concernant l'intégrité scientifique. Alors d'abord, il faut bien distinguer, et vous le savez très bien, l'intégrité scientifique de l'éthique et de la déontologie. On a beaucoup parlé d'éthique pendant le Covid, et à juste titre, savoir quelle attitude avoir vis-à-vis notamment des patients admis en réanimation, suivant un certain nombre de critères. Il y a eu tous des débats, comme vous le savez aussi, sur le tri ou non, ou la nécessité de hiérarchiser en quelque sorte les conditions de soins. Et il y a aussi la déontologie, et entre-temps est apparu un collège de déontologie au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Intégrité, qui a trait cette fois-ci au devoir, quand on est dans une profession donnée, au devoir qui s'exerce. Il y a un ordre des médecins, un ordre des pharmaciens, un ordre des vétérinaires. Il y a à l'heure actuelle, pour la déontologie, un référent déontologique qui nous permet de pouvoir se référer à lui en cas de questions concernant justement les droits, les devoirs de quelqu'un qui est un chercheur ou qui est un débutant en matière de recherche. Les enjeux sont évidemment très importants, et notamment pendant le Covid, il était absolument essentiel de savoir et de se rappeler que l'intégrité scientifique va conditionner la contribution à la connaissance dans la mesure où l'information va être rigoureuse, honnête, faire état de l'état de l'art et des différents aspects des connaissances à un moment donné. Et ceci est fondamental, bien sûr, pour la confiance du public vis-à-vis de la science. Et vous l'avez remarqué aussi, il y a eu une érosion, en quelque sorte, de la confiance dans la science sur laquelle on a beaucoup glosé. En fait, ce n'est pas aussi exact que ce que les journalistes à sensation ont pu dire. Il n'y a pas eu un effondrement de la crédibilité de la science, et les enseignements que nous avons à l'heure actuelle montrent qu'en fin de compte, le public reste confiant dans les chercheurs pour leur grande majorité. En revanche, ils sont moins confiants sur un certain nombre d'agences. Et ça, nous le savions déjà avant. Par exemple, pour l'Agence de la sécurité nucléaire, il y a une défiance du public qui est aussi une défiance pour tout ce qui est environnement. Donc vous pouvez voir qu'il y a là une modulation à faire en fonction des domaines étudiés. Et puis les conséquences du manquement et des méconduites en matière d'intégrité scientifique sont évidemment très grandes dans le domaine de la santé, mais aussi dans l'environnement. Et vous avez vu un certain nombre d'exemples, je l'imagine, avec l'affaire Seralini, avec le glyphosate, où il y a des questions qui se posent sur je dirais, la fiabilité des résultats qui sont produits par les uns par les autres, suivant les pays aussi d'ailleurs. Et puis, bien sûr, l'intégrité scientifique, quand elle est bafouée, ça a un coût. C'est un coût d'abord pour la traiter. On estime que c'est le NIH qui l'estime, que pour chaque procès que l'Office of Research Integrity peut tenir, c'est un coût assez important de l'ordre de quelques millions de dollars pour une affaire à traiter sur le plan pénal. Et puis, bien sûr, ceci entraîne une irreproductibilité des articles et, comme je le disais, éventuellement une baisse de la confiance. Alors, je voudrais volontiers 3 phases, finalement, de la prise de conscience du public en général et du public impliqué
c'est-à-dire nous, chercheurs et médecins, dans le domaine de l'intégrité scientifique. Avant 1960, finalement, c'était un sujet qu'on connaissait. Il y a toujours eu des arnaques, il y a eu des falsificateurs pour des raisons pécuniaires évidentes. Mais en fin de compte, la science était considérée comme morale. Henri Poincaré, dans ses pensées, disait que la science était par nature morale et qu'on devrait même enseigner la science comme exemple de moralité aux jeunes. La science était pure. Et malheureusement, je pense que malheureusement, ce n'est plus le cas. Et cette prise de conscience, elle est venue dans les années, on peut le situer grosso modo, en 1980 à peu près, car à ce moment-là, les électeurs américains se sont portés vers les présidents, et notamment avec Obama et même avant, pour dire « mais c'est bien gentil, nous payons vos chercheurs pour qu'ils produisent, littéralement production finalement, production qui n'est pas fiable, et donc il n'y a aucune raison que nous payions les impôts pour cela, et il faut que vous mettiez de l'ordre dans tout cela. » Et c'est comme ça qu'a été créé l'Office of Research Integrity, que nous avons copié en Office français de l'intégrité scientifique, parce que c'était plus simple, mais l'Office of Research Integrity, c'était une réponse de l'administration des États-Unis pour pouvoir répondre à l'intégrité scientifique bafouée. Et c'est la raison aussi pour laquelle le traitement des méconduites graves, c'est-à-dire des fraudes, est un traitement pénal aux États-Unis. Si vous faites en France un plagiat, vous falsifiez, vous fabriquez des résultats, vous serez naturellement traduit devant le CNESER, devant les commissions paritaires suivant que vous appartenez à l'université ou à un organisme de recherche, mais vous ne serez pas traduit au pénal. Si vous regardez sur l'Office of Research Integrity, vous verrez un chercheur malhonnête falsifiant des résultats, un test pour le cancer de la prostate, pour les PSA, et qui est emmené entre deux agents des FBI pour aller en prison. Donc c'est quelque chose qui est fondamentalement différent entre la conduite anglo-saxonne et ce qui se passe en France. Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, du fait de la prise en charge de l'intégrité scientifique depuis, disons, les années 2015, 2020 maintenant, eh bien, nous avons en quelque sorte passé une étape importante. C'est la première fois que l'on peut parler d'intégrité scientifique de façon large, avec un auditoire aussi large qu'aujourd'hui. Je vous remercie d'être là. Et c'est un point important. Je pense qu'on n'est plus dans le stade où il faut convaincre les gens que c'est un sujet. Les gens, maintenant, le savent. Il faut encore améliorer, mais on est passé de l'observation à l'action. Et donc, je suis parfaitement heureux de partager ceci avec vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une promotion en France de l'intégrité scientifique, comme les autres pays d'ailleurs. D'une part parce que, comme le rappelait Didier Chelet, il y a une formation à l'éthique et à l'intégrité scientifique dans le cursus doctoral. C'est inscrit dans le décret des études doctorales, c'était en 2016 précisément. D'autre part, il y a un respect de la charte de déontologie des métiers de la recherche, donc on inclut l'ensemble des métiers de la recherche, pas uniquement les chercheurs, les techniciens, les administratifs, et cette charte, qui est une charte de bon sens, je dirais, de respect de l'intégrité, a été signée au départ par 6 établissements, il y en a à l'heure actuelle 64 qui l'ont signée, et aussi bien les universités que les organismes de recherche, les hôpitaux quand ils font de la recherche, etc. L'Office a été créé, l'Office français donc d'intégrité scientifique, a été créé à la suite du rapport qu'on a pu rendre à Thierry Mandon, et cet Office joue un rôle important pour coordonner et proposer un certain nombre de réflexions et de mesures qui vont ensuite être répercutées au niveau des organismes et au niveau des établissements de recherche et mis en œuvre par les référents intégrité scientifique dont on parlait. Et à l'heure actuelle, il n'y avait que 60 référents intégrité scientifique en 2016. À l'heure actuelle, vous voyez que leur nombre a considérablement augmenté. Et puis, il nous a semblé important d'avoir 2 verrous pour l'intégrité scientifique. Un verrou en amont et un verrou en aval. Le verrou en amont, c'était que l'attribution de crédits de recherche soit
octroyés en fonction de la mise en place dans les universités, les organismes de recherche, d'une politique d'intégrité scientifique. C'est finalement d'ailleurs ce que demandait la Commission européenne dans les mêmes années. Donc on n'a rien inventé. Mais on a mis ça en place en France et à l'ANR. L'ANR se renseigne s'il y a une politique d'intégrité scientifique. Et le verrou en aval, c'est de vérifier au moment des évaluations par le Haut Comité de l'évaluation de la recherche, l'HERS, si effectivement il y a une politique d'intégrité scientifique qui a bien été mise en place. Et à l'heure actuelle, dans la mission de l'Office, il y a un certain nombre de critères qui seront demandés régulièrement aux universités pour voir concrètement quelles sont les mesures qui ont été prises pour cette mise en place. Et sur le plan maintenant européen, ces référents intégrité scientifique dans chaque pays constituent à l'intérieur de leur structure un réseau qu'on appelle NRIO pour European Network of Research Integrity Officers qui permet de rassembler et de réfléchir ensemble sur les mesures à améliorer, à prendre et à promouvoir. Et donc, d'ailleurs, au passage, l'NRIO se tiendra, je crois, l'année prochaine en France. Enfin, c'est proche, il y aura un NRIO français, je crois. Bien. Le monde est changeant. Ceci nous amène à voir aussi que les conditions de notre exercice de chercheur se fait dans un monde qui change terriblement. D'une part, il y a une production d'articles scientifiques qui est énorme et qui croît chaque année de l'ordre de 4%. Et on pense que c'est un minimum comme chiffre. Il y a 350 000 chercheurs en France sur les dernières données du ministère de la Recherche, mais vous en avez 2,1 millions en Chine, 1,6 million aux États-Unis. Nous ne sommes plus seuls. Il y a eu un moment où, une publication chinoise de qualité traduite en anglais, regardez ça, c'était un peu exotique. À l'heure actuelle, c'est plutôt nous qui sommes exotiques pour les Chinois ou l'Asie du Sud-Est. Il faut bien voir ça. Et d'autre part, l'effectif des chercheurs en 2014 et 2018 croît de manière considérable et bien plus vite que ne croît l'effectif de la population mondiale. 3 à 4 fois plus vite. Et ceci est d'autant plus vrai qu'on est dans les pays du Sud-Est. Donc non seulement il y a beaucoup de chercheurs très talentueux et qui fondent toute leur carrière sur la science, les publications, les brevets, etc. Et ces nouveaux arrivants, on va les voir justement avec le Covid. C'est une grande surprise pour ceux qui ont regardé attentivement dans les domaines du Covid de voir les publications importantes et très nombreuses des Chinois. Rappelez-vous, la première publication par Zhang de la structure du génome du virus en début janvier. La structure 3D de la protéine Spike, pareil. Chose impensable. Impensable d'abord de la rapidité avec laquelle c'était fait, et deuxièmement des pays qui ont produit ces connaissances. Des produits qui jamais, il y a 10 ans, n'auraient pu le faire. Donc il faut bien voir que la compétition pour nous, Européens, elle est quand même considérable. Alors, je ne vais pas passer de temps là-dessus, mais vous savez très bien que le vrai grand problème en matière d'intégrité scientifique, ce n'est pas tellement le rouge, parce que le rouge, falsification, fabrication et plagiat, le FFP, comme on le dit dans le jargon, c'est quelque chose qui est manifestement de la fraude, c'est rare, il y a très peu finalement d'articles frauduleux. Il n'est pas sûr qu'il y ait eu beaucoup d'articles frauduleux durant la période de Covid. En revanche, le vert est important. Ce sont les erreurs qu'on appelle honnêtes, faute de mieux. Moi, je dirais erreur de mauvaise formation initiale. J'insiste, en tout cas dans mon domaine en biomédecine, sur la statistique qui est mal utilisée, ou mal utilisée parfois à propos, c'est-à-dire utiliser un test qui ne devrait pas être utilisé compte tenu de l'échantillon, mais qui permet d'abord d'être manipulé plus facilement par un chercheur que des tests sophistiqués, et d'autre part de pouvoir s'ajuster, si je puis dire, aux données et avoir un résultat tel qu'on le souhaite. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu le p-hacking, c'est-à-dire trouver le p inférieur à 0,01. Et même à l'heure actuelle, il y a un certain nombre de chercheurs très rigoureux dans l'intégrité scientifique qui voudraient mettre ce p significatif au millième au lieu du centième.
Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, c'est vraiment de comprendre ce qu'on fait quand on fait des statistiques et se faire aider. D'ailleurs, à l'heure actuelle, un certain nombre de revues britanniques en matière d'investigation clinique mettent à la disposition des chercheurs, et en tout cas des reviewers, des statisticiens compétents qui permettent d'améliorer, si vous voulez, les résultats. Donc je ne veux pas rentrer sur toutes ces manipulations qui sont des tentations. Évidemment, quand on a 15 points, puis qu'il y en a un qu'on appelle outlier, pour faire bien qu'il y ait un point qui est aberrant, on se pose des questions, est-ce qu'on va le garder ou pas? Donc je vous laisse avec votre propre conscience. Je ne vais pas dire que je ne l'ai pas fait, je ne suis pas sûr sur les publications, mais enfin, pour l'instant, elles n'ont pas été repérées, donc tout va bien. Alors, l'intégrité scientifique, évidemment, c'est difficile à bien quantifier. Et durant le Covid, c'est pareil. Donc on n'a pas encore une fois de documents qui soient très solides. Je pense qu'ils vont s'accumuler d'une certaine manière, peut-être pas la manière la plus rigoureuse qui soit, mais au moins en requérant à des autoquestionnaires. Alors les autoquestionnaires ont évidemment leur biais. Le biais il est très simple. L'autoquestionnaire qui a été cité habituellement, qui date de quelques années, sur un grand nombre de sujets qui ont été interrogés, de chercheurs, on leur demandait est-ce que vous avez procédé à des petits embellissements du type de ceux que je viens de vous indiquer. Les chercheurs ont répondu pour un tiers oui. Puis il y avait une autre question, est-ce que votre voisin de paillasse a procédé à de telles petites modifications? Ah oui, oui, oui. Bon. Donc vous voyez la difficulté. Ce qui est vrai sans doute, c'est que les très gros problèmes de fraude, fabrication, falsification, plagiat sont quand même restés rares. Et j'aime pas qu'on dise que, comme le dit Richard Horton dans le Lancet, que pratiquement la moitié ou les trois quarts des publications sont fausses. D'abord, je vais vous montrer qu'il n'est pas complètement blanc, ce Richard Horton, et que d'autre part, c'est une affirmation qui est fondée sur pas plus que, malheureusement, ce type d'études, et ce sera toujours difficile, je l'imagine, à évaluer. Alors c'est vrai qu'on a tendance à faire du storytelling. Quand j'étais jeune chercheur, on m'a dit il faut que tu racontes une histoire. Alors je ne sais pas si ça se dit encore au niveau des... Oui, il y a des gens qui opinent de la tête. Donc ça prouve qu'il y a quand même encore quelque chose par derrière. C'est vrai que c'est sympa de raconter une histoire. On peut la reprendre et puis même on peut complètement bouleverser l'ordre des choses pour que l'histoire ait un début, une fin, une cohérence. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'intime conviction. Et ça, je l'ai rencontré aussi en discutant... J'ai fait beaucoup de topos aux écoles doctorales au début de l'intégrité scientifique. C'est le PI qui écoute aux jeunes, on va terminer ça. C'est pas grave, t'en fais pas, on va pas répéter ça, ça suffit comme ça. Bon, donc voilà des écueils dont il faut être conscient. Il y a quand même une affaire que je voudrais revoir avec vous parce qu'elle a été très médiatisée. Elle est à l'origine sans doute de la défiance des vaccins dans beaucoup de pays, y compris en Angleterre et chez nous aussi. C'est l'affaire Wakefield. Alors je la détaille en 2 minutes parce que il est connu que Wakefield, qui est un chirurgien digestif anglais, que diable allait-il faire dans la galère des vaccins? Ça, vous allez le savoir. En fait, ce chirurgien anglais était persuadé que les vaccins, c'était mauvais. Donc il a eu sous les yeux une douzaine d'observations d'autisme et ces patients autistes avaient reçu une vaccination, une triple vaccination, rougeole, oreillon, rubéole. Et il a dit qu'il y avait un nombre de cas d'autisme apparemment déclenchés par cette triple vaccination de façon tout à fait anormale. Il a publié ça dans le Lancet en 1998. Il y a eu un certain remous autour de cela et avec des chercheurs qui ont controuvé cette assertion. Mais le Lancet, qui a été naturellement sollicité pour revoir la question, qui a réinterrogé Wakefield, qui a regardé les résultats, a dit non, circulez, il n'y a rien à voir. Au suivant. Le suivant a été fait par un journaliste scientifique investigateur qui finalement a bien montré qu'il y avait fraude et le GMC, c'est-à-dire le General Medical Council en Angleterre, a radié Wakefield. Et l'article a été rétracté. Et c'est pas fréquent qu'on rétracte des articles comme vous le verrez. Mais
Wakefield est parti aux États-Unis, c'était assez normal parce qu'il était en fait payé par un lobby anti-vaccin aux États-Unis. Donc l'affaire Wakefield ne s'arrête pas en 2010 quand on regarde l'effet du lobbying et des convictions idéologiques sur la nocivité des vaccins. Il a même produit un film qui lui a rapporté quand même pas mal d'argent qui s'appelle Vaxxed contre la vaccination d'une façon générale, et naturellement ça a été amplifié du fait du Covid et de la vaccination anti-ARN messager. Et si vous regardez sur Internet ce que j'ai fait il y a quelques jours, vous voyez toujours Wakefield qui, alors là, s'affiche clairement dans les lobbies anti-vaccins. Mais c'est dire que quand on a une plante qui est sauvage et toxique, c'est pas parce que vous coupez les feuilles que la plante est morte. Vous le savez très bien, il faut l'arracher. Bon, on va pas... Arrêtons la métaphore quand même. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, quitte à être provocateur, je dirais qu'à l'heure actuelle, on pourrait parler de l'irrésistible montée. C'est pas un lapsus, c'est bien l'irrésistible montée de l'intégrité scientifique. Parce que, comme je vous l'ai dit au départ, on en parle, c'est très bien. On en discute, c'est encore mieux. On a des mesures et c'est parfait. Et ceci s'explique aussi par le fait, il faut être très pratique, que cette intégrité scientifique, on la repère quand il y a des méconduites assez facilement avec l'aide de logiciels, non seulement le logiciel compilation pour le traitement de texte, mais aussi pour les images. Elisabeth Bik, par exemple, a des logiciels assez sophistiqués et je vous déconseille de faire ça. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Vous tomberez dans PubPeer, qui est un site au passage privé, enfin, fondé sur de l'argent privé, qui va repérer éventuellement. Malheureusement, c'est devenu un site plutôt de type accusation qu'autre chose, puisque au départ, les deux fondateurs, Boris Barbour et Steele, avaient comme ambition de faire en quelque sorte un journal club. Il y a un article publié, on ne comprend pas très bien à quelle figure, pourquoi telle méthodologie, on l'expose librement, anonymement, il est vrai, et à ce moment-là, il peut y avoir un échange, un peu comme finalement une revue en ligne d'un article. Bon, et donc ceci a contribué indiscutablement à mettre en alerte les gens dans la mesure où ils peuvent être ciblés sur PubPeer en cas de méconduite scientifique. Et puis, Retraction Watch est un site qui est apparu relativement récemment encore, qui est un site de nouveau privé. Ce n'est pas l'administration qui a créé PubPeer ni Retraction Watch, qui donc regarde les journaux qui doivent être rétractés avec une augmentation, mais elle n'est pas considérable. Et vous verrez tout à l'heure que durant le Covid, on est passé de finalement 40 papiers en 2000 à 220 et quelques. Vous voyez, on peut même se demander si ce n'est pas assez. Est-ce que Retraction Watch n'a pas loupé en quelque sorte un certain nombre d'articles? C'est possible. Mais enfin, voilà toutes les conditions que je crois importantes pour justifier qu'il y a une montée en charge de la prise de conscience de l'intégrité scientifique et des moyens, en sachant que, évidemment, c'est d'autant plus important que l'intégrité scientifique, en même temps, quand elle est bafouée, ça devient extrêmement préjudiciable. Alors, il y a aussi un autre point sur lequel je voudrais insister, c'est le rôle des éditeurs et des journaux, qu'on accuse parfois. Là, c'est un point important parce que finalement, il a été mis en place un certain nombre de systèmes pour les éditeurs responsables, comme par exemple l'International Committee of Medical Journal Editors, qui se réunit tous les ans et qui fait le point sur les mesures à prendre pour renforcer, je dirais, le contrôle de l'intégrité des papiers qui sont soumis. De même que Committee on Publication Ethics Group, qui se réunit régulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez le site Equator, qui est un site de rigueur méthodologique, qui en France est tenu par Philippe Raveau et qui est issu de la Cochrane Library. La Cochrane Library, pour ceux qui connaissent, vous savez, c'est une bibliothèque de référence et c'est vraiment très sérieux. Il y a plusieurs systèmes de ce type qui assurent au fond une qualité de la recherche, de façon à ce qu'elle soit reproductible par les autres. Et puis, il y a une chose qui est importante et qui s'est manifestée notamment durant le Covid, ce sont les journaux ou les conférences prédatrices qui ont augmenté indiscutablement
terriblement durant le Covid. Il y a à l'heure actuelle quand même 10 000 revues prédatrices. Il y a un excellent rapport de International Academy Panel qui montre que les revues prédatrices, ce n'est plus ce que nous avons vécu il y a à peu près 4, 5, 6 ans. Quand on recevait sur son mail un beau truc venant de Bétham, d'Inde ou de je ne sais où, disant You are exceptional, Dr. Corvol. Ça marche à tous les coups. Donc, mais, would you like to join us? Et puis après, il y a tout un baratin. Puis si jamais, je ne l'ai pas fait, mais enfin, on m'a dit que si jamais vous cliquez sur là où il ne faut pas cliquer, vous vous retrouvez avec une facture de 1 000 € pour rien du tout, bien sûr. À l'heure actuelle, c'est plus ça. Ces revues prédatrices présentent bien, si je puis dire. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à un journal, qu'après tout, il n'y a pas loin. Elle vous donne un facteur d'impact, qui est tout à fait honorable. Donc, c'est un sujet. Alors, je mets prohibition parce que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il y a eu un moment donné où en Chine, il y avait une blacklist de revues prédatrices qui fait qu'un chercheur ne pouvait pas publier sur cette liste. Ce qui fait que quand on dit quelquefois que les Chinois ils publient n'importe où, y compris dans les revues prédatrices, je pense qu'il faut quand même nuancer ce qu'on dit. Les Chinois ont un système éthique, ont voyez, une vigilance sur ce point. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant aussi, qui a été promu en quelque sorte par les éditeurs, j'insiste aussi là-dessus, c'est ce qu'on appelle les Registered Reports. Ça vous connaissez peut-être pas, mais c'est quelque chose d'intéressant pour publier un article, même si les résultats sont négatifs. Ça se fait de la façon suivante. Vous soumettez un projet, un protocole, alors très détaillé, bonnes questions posées, détail de la méthodologie, vous envisagez les résultats, la méthodologie statistique pour les exploiter, etc. Et si tout cela tient la route, si votre échantillon est correct, la méthodologie, la littérature bien faite au préalable et tout, eh bien, votre article est accepté. Et même si les résultats sont négatifs, ils seront publiés. Donc c'est un point intéressant parce que c'est toujours le biais. On ne publie que les résultats positifs, hein, c'est clair. Et c'est encore plus vrai pour les essais thérapeutiques. Alors, durant le Covid, il y a eu une envolée des publications scientifiques, avec évidemment un risque de publications biaisées ou de publications un petit peu bricolées. Il y a eu plus de 250 000 articles dans un site qui s'appelle Literature Covid, donc c'est quand même énorme, où les premiers contributeurs sont les États-Unis et la Chine. La Chine, hein. 25 000 préprints ont été déposés, soit dans les archives bioRxiv, qui ont été créées en 2013, bien après Archive tout court, qui a été créé en 1991 et qui a surtout servi comme dépôt ouvert à tous pour les mathématiciens, les physiciens, les astrophysiciens. En France, peu de temps après, le CNRS a ouvert HAL, Hyper Article Online, qui maintenant d'ailleurs un passage obligé pour un rapport d'activité au CNRS. Et à l'INEA, c'était déjà le cas il y a plusieurs années. Et medRxiv, qui était réellement boudé, il faut bien le reconnaître, par la communauté médicale, a ouvert en 2019, donc juste avant le Covid, et a été très utilisé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les publications qui ont été soumises à ces préprints, qui sont quand même en attente de publication, ces publications qui suivent sont plus citées que les publications mises d'emblée dans les journaux. Autrement dit, il y a un avantage de publication. Un, c'est plus rapide, c'est plus disponible à l'ensemble de la communauté et c'est plus suivi dans la littérature. Alors, il faut voir aussi une chose qui est intéressante et que nous a appris le Covid, ô combien, c'est que les revues scientifiques n'ont plus la primeur des résultats de la recherche. Et vous savez très bien que les journalistes se sont précipités sur medRxiv, bioRxiv, pour pouvoir interpréter à leur manière, et c'est tout le problème, des résultats qui ne sont pas validés encore complètement. Car vous savez très bien que sur Archive, on dépose, on regarde, on permet aux autres de se situer, éventuellement de s'inspirer d'un certain nombre de données. On dira quelques mots sur la science ouverte, parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Eh bien, ces revues scientifiques, elles sont dépassées, doublées, et ça restera par les dépôts sur ces archives ouvertes.
à condition qu'elles soient correctement utilisées. Et nous avons, à l'Académie des sciences et de médecine, insisté sur le fait qu'on ne devrait pas utiliser les données sur les préprints pour faire des recommandations thérapeutiques, ce qui a été le cas par un certain nombre de collègues, il faut bien le dire, ou de journalistes scientifiques dont je pense qu'ils étaient mal informés. Alors, un point important aussi, c'était l'accès, toujours vrai, puisqu'on est toujours en Covid, hein, c'est l'accès, d'ailleurs vous verrez quand le Covid sera terminé, il n'y aura plus d'accès gratuit aux articles Covid dans les grands journaux. Très rapidement, en effet, sur PubMed et PubMed Central, vous allez pu récolter les articles qui sont publiés dans Nature, Cell, je parle des majors, mais c'est vrai aussi du Lancet, de l'American Journal of Medical Association, le JAMA, British Heart Journal, etc. Donc ça, c'est un point important qui a permis à la communauté de suivre, je dirais, l'actualité scientifique. Alors, est-ce qu'il y a eu un respect de l'intégrité scientifique en temps de Covid? Je pense que c'est très difficile de répondre aujourd'hui à cette question et je ne me hasarderai pas. Je sais qu'il y a eu un nombre accru de revues et de conférences prédatrices dans le rapport de l'IAP, c'est en tout cas indiqué. Retraction Watch, oui, il y a un peu plus d'articles rétractés, mais en fin de compte, c'est difficile. Il faudra faire le point. Mais je ne pense pas quand même que durant cet état de tension majeure, il y a eu, je dirais, des fraudes en extrême quantité pour le Covid. Alors, je dirais un mot quand même du Lancet Gate, qui est un exemple classique, mais on va passer 2 minutes là-dessus quand même parce que c'est un point très intéressant. Je rappelle que ce n'est pas un essai thérapeutique. Ça a pu être dit quelquefois, ce n'est pas un essai thérapeutique. C'est une analyse d'une banque de données importante avec une hypothèse de travail et une recherche d'association de corrélation entre des données chez les patients et d'autre part l'existence ou non d'une aggravation du Covid, avec l'hypothèse au départ que la chloroquine ou l'hydroxychloroquine pouvait avoir un effet bénéfique ou au contraire avoir dans une certaine population des effets nocifs. Car il est bien connu que la chloroquine et l'hydroxychloroquine chez les patients vulnérables, notamment cardiaques, peut entraîner des troubles du rythme et donc une possibilité de mortalité. Alors, comment cette banque a été constituée? C'est tout le point d'interrogation. Il y a dans l'article 4 auteurs seulement, et l'un des 4 est quand même le fondateur de Surgisphere, qui est l'entreprise lucrative qui a centralisé ces données. Donc c'est quand même un point important à savoir, il y a quand même un conflit d'intérêts évident là. Les données sont considérables, elles concernent 96 000 patients, 671 hôpitaux. Et vous connaissez le résultat qui a été publié pas très longtemps, à savoir qu'il n'y avait pas d'effet bénéfique de chloroquine et d'hydroxychloroquine sur le passage en réanimation ou l'aggravation du Covid, mais qu'en revanche, il y avait une surmorbidité, voire une surmortalité cardiovasculaire. Mais outre le conflit d'intérêts du premier auteur, l'auteur principal en fait, c'est l'absence complète de transparence de la récolte des données, de la méthodologie suivie. Je pense que les référés ont été au minimum légers pour permettre la publication. Et le fameux Richard Horton que je cible, c'est quand même l'éditeur du Lancet qui s'est précipité pour publier ça. Alors, 3 semaines après, il a dit c'est pas possible, etc. Pourquoi il a dit c'est pas possible? Parce que la communauté scientifique a dit ce n'est pas possible de publier un tel article. Donc, il y a une autorégulation qui est intéressante à voir, qui fait que très rapidement, un grand nombre de chercheurs, 200 je crois, ont non seulement publié une lettre en disant c'est pas comme ça qu'on doit travailler, et qui ont abouti à ce que l'article soit rétracté. Et donc, on ne le voit plus à l'heure actuelle sur le site du Lancet. Mais avec comme conséquence énorme, c'est quand même énorme qu'un article, un seul article comme ça, ait abouti en quelques jours à la suspension du bras thérapeutique hydroxychloroquine dans l'essai thérapeutique, cette fois-ci, organisé par l'OMS Solidarité. Et puis, quand l'article a été rétracté, on a fait retour en arrière, et pareil en France. Donc vous voyez, les conséquences, c'est quand même majeur. On n'a jamais vu ça, je dirais, dans la littérature biomédicale. Puis bien sûr, alors là, je peux vous dire que
les complotistes se sont ravis de pouvoir s'alimenter avec une telle histoire. Voilà l'article rétracté que vous ne verrez plus. Mais, ça c'était en mai 2022. Tout s'est passé rapidement puisque l'article a été soumis le 22 mai et rétracté le 4 juin. Ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que le 4 mai de la même année, en 2022, il y a eu un article du même groupe qui avait trait à l'utilisation d'antihypertenseurs dans le Covid. Pour faire brièvement, un certain nombre d'antihypertenseurs peuvent jouer sur le système rénine-angiotensine et pouvaient, c'était une hypothèse qui avait été émise, avoir un effet sur la pression artérielle, qui n'était d'ailleurs pas désiré là, mais peut-être aussi sur le Covid, dans la mesure où le Covid est attrapé, je veux dire, le virus se lie à l'ACE2, l'angiotensin converting enzyme, numéro 2, qui est un élément du système rénine-angiotensine contre lequel on a des médicaments. Cet article a été publié dans le New England Journal of Medicine. Même ceux qui, parmi vous, ne sont pas médecins, c'est mieux que le Lancet, c'est pratiquement équivalent. Donc le New England n'a pas rétracté pour autant cet article, qui avait la même base de données, la même méthodologie et la même suspicion complète des résultats. Donc vous voyez, la notoriété de l'hydroxychloroquine et de son promoteur, à l'IHU de Marseille, je mets ça collectivement, responsable, a fait en sorte que, bon, voilà, un article a été immédiatement sous le feu de l'actualité, tandis que l'autre, qui est tout aussi faux, enfin tout aussi incorrect, je veux dire, en tout cas dans sa présentation, n'a pas été ciblé. Alors, il y a eu une envolée des essais thérapeutiques, des véritables essais thérapeutiques durant le Covid, avec des procédures accélérées qui ont été mises en place pour les propositions d'essais thérapeutiques, et on a accéléré, je dirais, la production d'avis par la Direction générale de la santé, les comités de protection des personnes, etc. Ce fait qu'en quelques jours, un essai thérapeutique a pu être mis en route, alors qu'il faut quelques semaines, en fait quelques mois, pour le faire dans les conditions habituelles. Donc réellement, la communauté médicale, y compris administrative, s'est réellement mobilisée. Alors, il faut savoir qu'il y a eu en effet un nombre considérable de propositions d'essais thérapeutiques. Puisque déjà, même en 2022, il y a eu 8000 essais thérapeutiques proposés dans le Covid, 8000, contre 4300 en 2021 et par définition 0 en 2019. Donc, si vous voulez savoir quel type d'essais thérapeutiques, rendez-vous sur clinicaltrials.gov, qui est extrêmement intéressant, ou sur l'équivalent européen pour connaître, si vous voulez, les essais qui doivent être déclarés au niveau de ces banques de données où l'on doit indiquer le type de traitement qu'on va donner, le nombre de patients, les résultats attendus, etc. Alors, le problème, c'est que beaucoup d'essais ont été redondants, beaucoup ont été non concluants, voire même contradictoires. Il y a une dispersion de l'effort de recherche clinique sur laquelle il va falloir qu'on se pose des questions. Et je sais qu'à l'INSERM, bien sûr, à la DGS et ailleurs, on essaie de revoir les procédures de façon à, en cas de prochaine épidémie ou pandémie, on puisse en quelque sorte canaliser l'effort de recherche. Ne pas décourager, mais en même temps canaliser et avoir, je dirais, un minimum de contrôle. Car à la fin, il n'y avait plus assez de malades pour les essais. Il y avait plus de propositions à la limite que d'essais. Personnellement, étant à l'Académie des sciences, en plus impliqué dans une cellule qu'on a appelée Corona pour surveiller un petit peu ce qui se passait, on a vu un nombre d'essais qui ne tenaient pas la route. Simplement, un chercheur, c'est créatif, inventif. Donc, chaque chercheur s'est mis en tête qu'il pouvait trouver quelque chose contre le Covid, ce qui est très bien. Sauf que le nombre de propositions qui ont été faites est absolument ahurissant, sans se rendre compte, je crois, du fait d'un manque, je dirais, de formation sur l'investigation clinique et ses préalables. C'est vrai qu'on s'est retrouvés complètement tous débordés. Et donc, des publications, des diffusions prématurées de résultats avec quelquefois quelques malades. Ça, c'était au tout début du Covid, Dieu merci. Tout ça a été apuré, mais tout ça a entraîné finalement un retard
à des données fondamentales sur l'ivermectine, sur la chloroquine et l'hydroxychloroquine, où les gens se demandaient, même au bout de 2 ans, mais est-ce que ça marche ou pas? Où est-ce qu'on en est? Et devant tout cela, certains peuvent laisser planer l'ambiguïté et certains ne s'en privent pas. Alors, la responsabilité là-dedans. Évidemment, on a tendance, quand on s'adresse à un public de jeunes chercheurs, à dire c'est vous. Mais je vous dis tout de suite, il n'y a pas que vous. Oui, vous êtes responsables, mais nous aussi. Il y a les vieux et les jeunes. Et tous les autres, si je puis dire. Les étudiants, doctorants, ce que je crois très important, les encadrants, notamment les HDR. Normalement, la HDR doit s'accompagner non seulement de montrer que la personne est capable d'encadrer des recherches, mais aussi, et nous l'avons mis dans le rapport que nous avons fait en 2016, mais aussi d'être capable d'aider les jeunes à respecter l'intégrité scientifique. Et puis, les universités et organismes de recherche ont leur responsabilité. Il y a nombre d'organismes de recherche qui ont mis sous le tapis des questions qu'ils ne voulaient pas aborder de peur de nuire à la réputation de leur établissement. Et c'est tout le contraire qui arrive. Tout se sait. À l'heure actuelle, c'est absolument illusoire de penser que quelque chose ne se saura pas à court ou moyen terme. Les agences de moyens ont leur responsabilité. Elles l'ont prise dans la mesure, maintenant, elles mettent des règles pour justement vérifier la politique d'intégrité scientifique des établissements, des organismes. Moi, j'ajouterais, on n'en parle pas assez, mais les industriels, et notamment les start-up. Pour monter une start-up, ce n'est pas simple. Vous la montez à partir de quoi? À partir de quelques résultats, mais des résultats un peu spectaculaires quand même, pour attirer les investisseurs. Quel est le niveau de certitude de la véracité des documents produits devant un board d'investisseurs qui n'y connaît rien? C'est fondamental. Et j'ai crainte personnellement, et je parle un peu d'expérience, qu'il y ait de la survente quelque part. Survente aussi quelquefois des agences de moyens ou des opérateurs de recherche qui peuvent dire, lors d'une conférence de presse, on a trouvé dans mon établissement ou dans mon organisme de recherche une nouvelle piste pour. Si vous voyez le nombre de papiers qui se terminent par ces résultats sont fantastiques, etc., et ils peuvent servir à tac, 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 personne ne bronche là-dessus. Alors que si vous êtes honnête et que vous connaissez le sujet, vous savez qu'entre raconter ça et voir quelque chose de produit, il va se passer énormément de temps. Il y avait un article assez intéressant dans Science and Nature, je ne me rappelle plus très bien, où il montrait pour une centaine d'articles dans des revues aussi prestigieuses que Science, Nature, Cell, etc. Sur ces 100 articles publiés avec des promesses de résultats positifs, ils ont pris à 10 ans, et le nombre de promesses, c'est 1-2% réalisés. C'est pas tellement ça, à la limite, ça peut se comprendre, mais d'un autre côté, on le voyait tout de suite quand on regardait un petit peu que vraiment il y avait survente. Donc, il me semble important de le dire. Alors, je dirais 2 mots, peut-être. Didier Chelet a fait allusion à la prise de parole publique des chercheurs qui était abordée hier par l'Office français d'intégrité scientifique, parce qu'on est aussi dans l'intégrité scientifique. Les chercheurs n'ont jamais autant parlé. Et c'est normal, on ne leur a jamais autant demandé. Il y avait une nécessité de parler de science. C'était urgemment demandé par le public, par les journalistes, etc. Et là, la question qui se pose, c'est effectivement de respecter l'intégrité scientifique dans la mesure où cette publication, cette parole, ces rapports vont avoir un impact considérable sur le public qui va s'en emparer, sur les journalistes, sur la société et les décideurs. Et la question qui se pose, mais on ne va pas rentrer dans le détail, qui était bien posée hier, c'était la balance qu'il faut faire entre la liberté académique, voilà, dire ce qu'on veut en un mot, et la liberté académique, pardon, qui est de respecter justement la déontologie et l'intégrité scientifique, et la liberté d'expression, c'est d'aller au-delà et de donner son opinion. Quand on est chercheur, on peut avoir une opinion. Il faut bien distinguer le fait de donner une opinion, de donner un avis qui est fondé sur des preuves. Ce que nous souhaitons vraiment, c'est une evidence-based policy, une politique, qu'elle soit scientifique, économique, qu'elle touche le domaine de l'environnement, qui soit fondée sur des arguments tangibles, précis,
discutables, réfutables. Donc ça, c'est notre responsabilité de chercheur dans l'ouverture de la science au public, de bien faire la distinction. Alors, il y a une déclaration qui est passée un petit peu. Il y a deux choses qui sont peut-être intéressantes à noter avant que je vous dise 3 mots sur la science ouverte. C'est la déclaration de Bonn sur la liberté de la recherche scientifique. C'est intéressant parce que là, on parle d'intégrité scientifique. Mais si vous regardez les documents américains ou anglo-saxons sur le sujet, on parle plutôt de research integrity. Tout est né de research integrity. Et en fait, nous avons utilisé en France intégrité scientifique, pensant qu'il était plus englobant que la simple intégrité sur les produits de la recherche. Et je crois que c'est vrai qu'il est important de bien voir que l'intégrité scientifique ne concerne pas uniquement la recherche, mais d'autres questions. Elles sont indiquées ici, dans la mesure où, en fin de compte, la liberté de l'exercice de la recherche s'exerce et doit pouvoir s'exercer dans les meilleures conditions possibles. Alors là, je vous montre une image peut-être d'un président célèbre, d'un ex-président célèbre qui commente un bulletin météo sur un écran de télévision. En fait, c'est un ouragan qui va déferler sur la côte est des États-Unis et Trump est en train de dire que c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a pu vous raconter ça, mais non, c'est pas si grave que ça, etc. Ça a été bien noté, et son successeur, Joe Biden, dès qu'il est arrivé, a souhaité qu'il y ait un mémorandum fait sur la nécessité d'une intégrité en matière de gouvernement. Il a estimé dans ce papier qui est court et téléchargeable, qui date de 2022, de cette année, il a souhaité que toutes les agences fédérales aident le gouvernement à établir une politique fondée sur l'intégrité scientifique des données. Moi, je trouve ça tout à fait intéressant. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est important de savoir qu'au plus haut niveau du gouvernement, on a ce souci. Alors, on peut faire les extrapolations après, modestement, dans nos pays, mais je crois que c'est vraiment important que quand on dit les scientifiques devraient aider à la politique gouvernementale, c'est très bien, mais il faut que les scientifiques donnent des documents qui soient rigoureusement honnêtes, intellectuellement, intègres, et il faut qu'ils soient ensuite répercutés de façon intègre et non pas manipulés par les offices gouvernementaux. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment important. Alors, la fraude et le secret sont les périls jumeaux de la science. C'est ce que disait Anne Fagot-Largeau, qui connaît très bien tout ce qui concerne, je dirais, l'épistémologie scientifique et qui était au Collège de France. J'ai mis ça parce que je voudrais dire et terminer pour quelques mots sur la transparence, la nécessité de la transparence et du mouvement Open Science. Science ouverte, Open Science. Pour être très bref, c'est un sujet qui nous a semblé, lorsqu'on a établi le rapport pour l'intégrité scientifique auprès de Thierry Mandon, tout de suite important. Et on a insisté dessus en disant qu'il ne fallait pas disjoindre les choses, que la transparence, l'accès libre aux données, en fin de compte, devait se faire. Alors, ce qu'on appelle Open Science, c'est 3 volets. Un premier volet qui est l'accès libre aux publications. On vient de le dire avec les publications du Covid-19 mises en accès libre par les grands éditeurs. L'ouverture des données sources, mais au-delà même de ces données, qui doivent être naturellement protégées, il faut bien savoir qu'elles pourront être utilisées dans le cadre d'une licence ouverte qui permet l'utilisation de celui qui a donné ces données et leur réutilisation par d'autres sans restriction technique, juridique ou financière. Et puis, il y a un troisième aspect qui est vraiment très important, c'est l'accès aux logiciels, aux algorithmes, aux codes de calcul. Et à l'heure actuelle, à l'INRIA, il y a une politique de sciences ouvertes qui est complète, tant sur le plan des publications que sur le plan des données sources, de façon à pouvoir permettre à chacun de progresser. Alors, il y a un gros travail qui est à l'heure actuelle, qui a été mis en route en France en 2018 avec un plan national numéro 1 sur la science ouverte, un plan numéro 2 sur la science ouverte. Je vous montre d'où on part. Vous voyez, en médecine et en biologie,
Il y a très peu d'articles en sciences ouvertes et ça n'a pas encore beaucoup bougé. Je le sais parce que je fais partie du comité d'orientation de la science ouverte au ministère, à la DGRI. Et donc, il y a beaucoup de chemin à faire pour avoir une science ouverte plus large. Ce que font les mathématiciens, les physiciens et dans d'autres domaines aussi, comme par exemple le numérique. Alors, le principe, vous le savez, c'est ce qu'on appelle le principe FAIR, c'est-à-dire que les données que vous allez pouvoir utiliser doivent être faciles à trouver, accessibles et si possible, donc ouvertes, interopérables, interconnectables, ce qui est un sujet difficile au passage, sans doute un des plus difficiles, et réutilisables de façon à pouvoir être, le cas échéant, agrégé à d'autres données. Voilà, alors, pour terminer, je dirais que je n'ai pas du tout parlé du pourquoi il y a des manquements à l'intégrité scientifique. C'est assez clair, je crois, dans l'esprit de chacun. Et je pense qu'il faut réellement repenser l'évaluation sur la bibliométrie. Là, ici, je vais citer naturellement le petit cartoon, qui est un cartoon du Monde où on voit le chercheur courir après son indice bibliométrique à partir de ses facteurs d'impact, son H-index, etc. Et je crois qu'il faut quand même se remettre maintenant dans l'esprit de ce qu'on appelle DORA, Declaration of Research Assessment, c'est-à-dire l'évaluation de la recherche doit obéir à un certain nombre de critères. Ils sont relativement nombreux, on ne va pas les énumérer, mais ils mettent en dernier, pas en dernier, mais en tout cas, ils ne mettent pas en premier, tant s'en faut, le facteur d'impact qui, à terme, je pense, devrait être supprimé, ou le H-index, même si les tentations existent. Et je sais très bien que dans les attributions de prix que nous faisons ici ou là, c'est plus simple de regarder un H-index, un impact facteur, mais c'est pas bien. Voilà. Au moins, sachez que c'est pas bien. Il faut, vous qui êtes jeune, à la limite, quand vous avez un facteur H-index qui est très bas, tout va bien. Vous n'avez pas besoin de regarder ça tous les jours. Fichez-vous-en. Et les vieux, c'est autre chose. Laissez-les dans leur mijoter égotiquement leur H-index. Ce n'est pas tout, mais il faut évaluer correctement la recherche. Et ça, c'est très difficile. Quand on est revieweur d'un article important, ça peut prendre 4-5 jours. En plus, ça prend 3-4 collaborateurs, parce qu'un article important peut faire appel à plusieurs types de méthodologies. Donc c'est très difficile. Ça n'est pas rémunéré. Et il y a un vrai problème, à mon avis, qui n'est pas abordé de front. Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais voilà. Et je termine en disant que voilà à quoi on peut finalement résumer les choses. Une recherche éthique, intègre et responsable au niveau sociétal. Je pense que publier en open access, c'est essentiel à l'heure actuelle. D'ailleurs, c'est même obligé à l'heure actuelle au niveau de l'ANR et de la plupart des agences de moyens, y compris des institutions privées ou des fondations privées. Assurer donc l'ouverture des données et des codes sources, leur conservation, l'accessibilité des données et la confidentialité, et bien sûr, valoriser les données, ce qui est aussi un des soucis de chacun d'entre nous quand cela est possible. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Pierre. On a encore quelques minutes pour quelques questions, si vous voulez bien. Commentaires. Merci. C'est très mauvais d'avoir un auditoire conquis, donc j'attends la deuxième question. François Caron. François. Grand merci, monsieur, de votre exposé. La fraude et le secret sont les périls jumeaux de la science, avez-vous dit. Mais finalement, dans toute votre réflexion, est-ce que plein de choses que vous avez très bien démontrées là sur l'intégrité scientifique ne s'appliquent pas finalement à l'intégrité tout court et au fonctionnement citoyen et qui peut aider la science et dans d'autres champs de la société?
notamment pour traverser une crise comme celle que l'on vient de traverser. Bref, est-ce qu'il y a tant de spécificités pour la science par rapport à un certain nombre de fondamentaux que vous avez énoncés? Je pense qu'effectivement, les valeurs ainsi décrites, elles sont applicables à beaucoup d'autres domaines. On s'est focalisé sur la science et le produit de la science, dans la mesure où, à l'heure actuelle, dans une société assez productiviste et très matérialiste, on a là un produit qui, finalement, n'était pas considéré comme un produit mercantile il y a une cinquantaine ou une centaine d'années. Moi, j'ai démarré avec une science pure, si je puis dire. Donc, on a une désillusion en venant, mais finalement, la désillusion s'accompagne d'une désillusion en même temps sur la société, quelque part. Alors, c'est sûrement un raccourci un peu d'homme vieillissant, mais d'un autre côté, peut-être qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire quel est l'intérêt du travail, pourquoi le fait-on, dans quelles conditions. Et je crois que c'est un moment de réflexion. Le Covid est un moment de réflexion. On parle toujours du monde d'après. C'est important de pouvoir resituer les choses. Les gens ont mis en perspective un certain nombre de valeurs. Mettons la science, la production scientifique dans cette perspective plus globale, plus valorisante, plus enthousiasmante, honnêtement, même si on doit faire appel à des notions qu'on a à peine à dire morales. Merci beaucoup pour ce super topo. Est-ce qu'on a un moyen d'évaluer l'efficacité des mesures qu'on met en place? Est-ce qu'au-delà de la prise de conscience collective qu'on constate tous, en fonction de la chronologie de mise en place dans les différents pays, les types de mesures mises en place sur les structures, on a le moyen de savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien? C'est difficile de répondre à votre question. C'est une question qui nous soucie. Parce qu'effectivement, c'est quand même beaucoup de mobilisation, beaucoup d'argent, la création d'un office, un topo, des étudiants et des investigateurs qui se mobilisent sur le sujet. Qu'est-ce que ça donne tout cela? J'avoue que je n'ai pas de réponse simple. C'est une question que l'Office travaille à l'heure actuelle pour essayer d'avoir des critères, des indicateurs, mais c'est très difficile. Bon, ce qu'on peut dire, c'est le nombre de conflits qui peuvent être déclarés, par exemple, à l'INSERM, quand vous discutez avec Ghislaine Filiatro, qui s'occupe de la cellule intégrité scientifique à l'INSERM, ou l'équivalent au CNRS, il y a un certain nombre de plaintes qui viennent, et vous avez un certain nombre d'attaques qui peuvent se faire, et on peut voir comment elles ont été traitées. C'est d'ailleurs ce que nous avions demandé dans le rapport, c'est qu'annuellement, chacune de ces organisations puisse nous donner un tableau, sinon annuel, du moins régulier, sur l'état des lieux. C'est difficile parce qu'on part souvent de très peu de déclarations, alors même qu'il devrait y en avoir beaucoup plus. Donc c'est un peu sur quoi j'ai insisté. On est encore vraiment dans l'ordre du qualitatif et pas du quantitatif. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui s'intéressent à cela. Et déjà, pour moi, c'est un premier critère, après tout. C'est ce que j'ai voulu dire en prenant ce titre paradoxal, la montée irrésistible de l'intégrité scientifique par sa prise de conscience. C'est pour moi déjà un résultat positif. Alors, il faut en chercher d'autres, plus solides, plus au cœur même de ce que nous voulons traiter. Mais c'est déjà un succès. Il faut bien voir que le premier topo qu'on a fait avec Claude Hurier, qui au passage a créé donc la loi sur la protection des personnes en 1988, et avec Cédric Villani qui à l'époque s'intéressait à cela, c'était en 2016, le premier petit réunion où il y avait beaucoup moins de noms comme ça, et c'était national, à Bordeaux, s'appelait « L'intégrité scientifique, : parlons-en ». On en était là. Donc si vous voulez voir 6 ans plus tard, ici, alors ce n'est pas national, voilà, une communauté aussi nombreuse, intéressée, déjà formée, avec des guidelines que vous proposez et qui sont mis en œuvre ici avec toute votre équipe, pour moi, c'est un succès.
Mais j'aimerais avoir plus de critères solides, à la manière d'un vieux scientifique qui aimerait faire des moyennes et déviations standards, des intervalles de confiance et tout le bordel. Voilà. Christophe Giraud. Merci beaucoup pour votre présentation. On n'a pas beaucoup parlé des conflits d'intérêts. On a l'impression quand même que ces conflits d'intérêts devraient permettre d'améliorer cette intégrité scientifique. Et quand on voit vos chiffres, on se dit, mais non, finalement, c'est en train d'augmenter. Et quelque part, est-ce que c'est un moyen, effectivement, est-ce que vous pensez que ça puisse être un moyen utile et nécessaire? On peut le penser quand même. Mais quelque part, peut-être que ce n'est pas très bien observé quand même, selon les revues et quelque chose. Et est-ce que ce n'est pas un levier possible, effectivement, pour optimiser cette intégrité scientifique dans différents domaines, bien évidemment? Vous avez tout à fait raison. Alors, c'est vrai que je me suis fixé au mot intégrité scientifique, mais un des facteurs, effectivement, majeurs des méconduites scientifiques, c'est le conflit d'intérêts. J'ai signalé au passage le patron de Sergisphère qui avait un conflit d'intérêts majeur. Même si ces données sont correctes, il avait un conflit d'intérêts. Je pense que le président de l'IHU de Marseille a des conflits d'intérêts évidents. Et que tout le board de l'IHU, qui tient à la fois les revues, les données, etc., a des conflits d'intérêts. Même si les données sont parfaites, il y a un conflit d'intérêts. Et donc, vous avez raison. Moi, je pense que de la même manière que nous avons fait un effort sur l'intégrité scientifique, la science ouverte, il faut continuer l'effort qui a été initié dans pas mal d'endroits sur les conflits d'intérêts. C'est ainsi que, par exemple, pour les hôpitaux, la PHP a réuni une petite session avec des propositions précises sur les conflits d'intérêts. À l'Académie de médecine ou à l'Académie des sciences, vous déclarez vos conflits d'intérêts pour pouvoir faire partie de l'Académie. Ça me semble absolument essentiel. Mais il y a des sacrées réticences. Enfin, des réticences pas sacrées du tout et qui ne devraient pas exister. Parce que pour moi, voilà, déclarer, en plus c'est stupide de ne pas les déclarer. C'est une liberté pour ceux qui écoutent et pour celui qui va donner son avis. On voit, alors il faudra bien faire naturellement la différence entre conflit d'intérêt et lien d'intérêt. Mais on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais je suis absolument d'accord avec vous, c'est un sujet très important. François Caron, une dernière avant qu'on puisse... En France, dans le domaine de la santé, on a cet indicateur SIGAPS qui n'est pas si vieux, qui a été surajouté, et on voit bien qu'il est un levier d'action, de contrainte très forte, sûrement plus pour le volet H que pour le volet U. Quel regard vous avez sur cet indicateur par rapport à l'intégrité scientifique, plutôt un élément vertueux ou au contraire, qui peut favoriser les dérapages? Ça favorise, à mon avis, les dérapages. Et alors là, je ne sais pas qui va réguler ça, parce que les directeurs d'hôpitaux n'ont aucun intérêt à mettre là-dessus, étant donné qu'une partie de l'administration bénéficie des SIGAPS. Moi, j'étais vraiment opposé aux SIGAPS. Quand j'étais à la fin de ma carrière hospitalière, on me tirait mes publications qui n'avaient rien à voir avec des publications cliniques, même si certaines d'entre elles l'étaient, mais la plupart ne l'étaient pas. Mais ça faisait bien dans le tableau. En plus, il y avait des... Voilà, c'était des publications chouettes et je tivais du SIGAPS. Ceci dit, quand j'ai demandé à avoir, si vous voulez, le retour en fait pratique, en termes financiers, en termes de possibilités de personnel supplémentaire avec des taux de SIGAPS élevés, alors là, en revanche, muet l'administration. Oui, merci. Une toute dernière question, puis on va clore cette session passionnante. Oui. Bonjour, merci pour cette présentation très intéressante. Je voulais vous demander, dans nos cultures, on va dire, de masse contemporaine, où chacun essaie de se faire démarquer, notamment par les réseaux sociaux, et puis en ce qui concerne le monde académique, par une course au titre académique, une course aux publications, comment vous voyez l'évolution de ces paramètres de performance scientifique personnelle, comme vous avez mentionné le H-index ou les points SIGAPS? Est-ce que
Ça paraît paradoxal de vouloir les abandonner alors qu'elles ont une telle importance dans le démarquage, on va dire, personnel. Votre question est bien posée. Hein. Non, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que dans la recherche, il y a un côté collectif et un côté individuel. Le côté collectif, c'est un groupe qui publie. Alors on peut essayer d'attribuer des points plus ou moins importants suivant le rang dans les auteurs. C'est une manière, je trouve, on peut la comprendre, mais elle est quand même médiocre. Et d'un autre côté, chacun d'entre nous est quand même sensible au fait de se voir attribuer la découverte ou d'avoir contribué lourdement à une découverte, à une publication, etc. C'est pas simple pour répondre à votre question. Et ça dépend vraiment, je crois, des disciplines. Si je me hasardais à faire une réponse générale, je crois que je ne serais pas correct. Je crois que pour prendre votre question, il faut regarder deux extrêmes, disons. Le côté des mathématiques, ou si vous voulez, les mathématiciens, pour en connaître plusieurs, sourient d'un topo comme celui-là. Parce que pour eux, ils se connaissent tous d'abord. À un certain niveau, ils savent très bien qui fait quoi. Ils n'ont pas de problème de vol de données, parce que ces données sont peu compréhensibles par la plupart même de leurs collègues. Ils ont leur secteur, ils ont leur notoriété, c'est plus un problème. Puis vous avez à l'autre extrême peut-être les études multicentriques, ou alors, il faut bien se rendre compte qu'elles sont essentielles, mais quand vous voyez 200 auteurs qui publient à la suite d'un genome scan sur 500 000 patients aux États-Unis ou au Royaume-Uni pour pointer sur telle ou telle série de gènes impliqués dans telle ou telle maladie, vous ne savez plus qui fait quoi. C'est absolument vrai. Donc c'est très difficile de répondre à votre question. Moi, je m'applique plus à ce moment-là à la reconnaissance que je peux avoir dans mon petit domaine sur telle ou telle personne. Et je vais terminer en disant un truc que j'aime bien, qui sont les petits congrès, les Gordon Conference ou équivalents. Dans ces petits congrès, vous retrouvez pendant 3, 4, 5 jours, je ne sais pas, 50, 80 chercheurs. Et si ces congrès ont lieu régulièrement, sur une thématique un peu élargie, certes, mais vous savez très bien qui fait quoi et qui vous allez croire. Combien de fois je suis reparti en me disant « je peux complètement oublier ce type de recherche, ça ne vaut rien », parce qu'on a eu le temps de l'analyser, d'en discuter avec les copains qui pensent que c'est à mettre de côté. Et effectivement, au bout de 5-10 ans, la recherche peut être mise de côté, même si ce qui a été dit a donné lieu à des publications dans de bons articles, dans de bons journaux, comme on dit. Donc je crois qu'il y a quand même une connaissance, mais alors elle est individuelle et elle est obligatoirement restreinte, de ce qui se fait à la pointe dans une communauté qui donne une échelle de valeur, en quelque sorte, à ceux qui ont produit ces connaissances.